Je vous salue sur Ubuntu TV, émission spéciale Holocauste au Congo. 2 chapitres qui interpellent l'histoire. Au micro, Mukenge Kalambay. À la technique, Ramadan Samba Kandé. Holocauste au Congo est un livre écrit par Charles Onana, qui est journaliste et écrivain franco-camerounais. Holocauste au Congo, le meurtre qui se passe au Congo. Ce livre a été écrit en 2023, mais pour nous, Congolais, c'est un livre permanent. Nous devons le lire, le relire, le relire, le partager comme nous demandons ici de partager cette émission, aimer cette émission, pour que nous puissions avoir suffisamment de cartouches pour que nous venions avec d'autres émissions. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, je vous salue partout où vous êtes et bien sûr sur Ubuntu TV pour cette émission spéciale consacrée à l'ouvrage Holocauste au Congo de l'écrivain et chercheur camerounais Charles Onana. Dans cette émission, nous allons nous intéresser à 2 chapitres particulièrement marquants du livre. Avant de commencer, rappelons que nous présentons ici les analyses et les thèses développées par l'auteur. Comme tout ouvrage de recherche, celles-ci peuvent faire l'objet de débats, de critiques ou de discussions académiques. Notre objectif est d'informer et de permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux soulevés. Première partie de ce livre, le plan secret d'invasion militaire du Congo-Zaïre, par Charles Onana. Les événements qui ont conduit à la chute du maréchal Mobutu en 1997 relèvent pas seulement d'une rébellion populaire ou d'un changement politique ordinaire. Selon l'auteur, un vaste projet géostratégique aurait été conçu bien avant l'arrivée de l'AFDL à Kinshasa. L'auteur nous replonge dans les années qui suivent le génocide rwandais de 1994. Des centaines de milliers de réfugiés traversent alors la frontière et s'installent dans l'est du Zaïre. Officiellement, la région devient un immense espace humanitaire. Mais selon Charles Onana, derrière cette crise humanitaire, se seraient développées des opérations militaires discrètes visant à une intervention de grande ampleur sur le territoire zaïrois. L'auteur soutient que la traque des responsables du génocide rwandais aurait servi de justification politique à des actions militaires dépassant largement le simple objectif sécuritaire. Il affirme que certaines puissances étrangères auraient considéré le Zaïre de Mobutu comme un régime affaibli, devenu incapable de contrôler son immense territoire. Dans cette perspective, le changement de pouvoir à Kinshasa serait devenu un objectif stratégique. Charles Onana avance que plusieurs auteurs régionaux et internationaux auraient alors convergé vers un même but, à savoir remodeler l'équilibre politique de l'Afrique centrale. Selon l'auteur, la progression fulgurante de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, dirigée par Laurent Désiré Kabila, ne peut être comprise sans tenir compte de ce contexte géopolitique plus large. Pour l'auteur, la chute de Mobutu ne marque pas seulement la fin d'un régime, elle ouvre également une nouvelle période de conflit dont les conséquences continuent à être ressenties aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo. Ainsi, Charles Onana invite les lecteurs à regarder au-delà des apparences et à s'interroger sur les intérêts économiques, stratégiques et politiques qui entourent les guerres du Congo. Dans la deuxième partie, Charles Onana va parler des Banyamulenge et la destruction préméditée de la RDC. Ce deuxième chapitre que nous examinons aujourd'hui est sans doute l'un des plus sensibles de l'ouvrage. Charles Onana y aborde la question des Banyamulenge et leur place dans les conflits de l'Est du Congo. Dans les premières pages, l'auteur soutient que certains mouvements armés apparus dans les années 1990
aurait bénéficié des réseaux politiques et militaires structurés autour de cette question identitaire. Selon lui, les rébellions successives qui ont marqué l'histoire récente du Congo présentent des continuités qu'il estime importantes. Il évoque notamment la FDL, le RCD, le CNDP et le M23. Aux yeux de Charles Onana, ces mouvements ne doivent pas être étudiés séparément, mais comme différentes phases d'un même processus historique. Charles Onana affirme que ces groupes auraient participé à une stratégie visant à affaiblir durablement l'État congolais. Il décrit un enchaînement de conflits ayant provoqué des déplacements massifs de population, la destruction des villages, l'occupation des territoires et la manipulation des groupes armés. L'auteur considère que ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Selon lui, ils s'inscrivent dans une logique planifiée de contrôle territorial et économique. Dans son analyse, l'Est du Congo apparaît comme un espace convoité en raison de ses richesses exceptionnelles, à savoir l'or, le coltan, le cobalt, le cassitérite et de nombreux autres minéraux stratégiques. Charles Onana soutient que ces ressources constituent l'une des clés essentielles pour comprendre la persistance des violences. Le livre évoque également la question de l'infiltration des institutions. Selon l'auteur, certains réseaux auraient progressivement pénétré différentes structures de l'État congolais, compliquant les efforts de stabilisation du pays. Toutefois, il est important de rappeler que cette question demeure très controversée. De nombreux chercheurs soulignent que les Banyamulenge constituent une communauté à part entière de la République démocratique du Congo et que les conflits de l'Est ne peuvent être expliqués uniquement par l'appartenance ethnique ou communautaire. Il rappelle également que des membres de cette communauté ont eux-mêmes subi des violences au cours des différentes guerres. Cette précision est essentielle pour éviter toute généralisation ou stigmatisation collective. Charles Onana arrive à tirer la conclusion. À travers ces deux chapitres, Charles Onana développe une conviction forte. La tragédie congolaise serait le résultat d'actions politiques, militaires et économiques et organisées sur plusieurs décennies. Son ouvrage Holocauste au Congo appelle à la recherche de la vérité historique, à la reconnaissance des victimes et à l'ouverture d'un débat approfondi sur les responsabilités dans les guerres qui ont ensanglanté la République démocratique du Congo. Que l'on partage ou non ces conclusions, une question demeure. Comment rendre justice aux millions de Congolais qui ont souffert des conflits? Comment préserver la mémoire des victimes? Et surtout, comment construire un avenir de paix durable pour les générations futures? Ah bien, ici, notre commentaire, c'est que les psychologues se sont mis à étudier ce drame congolais. Et ils ont trouvé que la guerre naissant dans l'esprit humain, je vais dire, comme la guerre naît dans l'esprit humain, il se pose la question, comment cette guerre va se terminer? Comment ce conflit va se terminer? Parce que, en République démocratique du Congo, la haine tribale est devenue le grand conflit, la grande source de toutes les difficultés que les Congolais vivent. Nous trouvons à l'Est les Banyamulenge qui sont revendiqués par Paul Kagame comme étant les fils du Rwanda, les Banyamulenge qui se disent nous sommes des Congolais, quand nous allons au sud-est, nous trouvons les Katangais et les ressortissants des provinces du Kasaï,
qui sont à couteau tiré, quelle que soit la chose que l'on fasse. Tout dernièrement, je connais quelqu'un, un directeur des ressources humaines, qui est ressortissant de la province du Kasaï, qu'on a failli lyncher à Kolwezi, tout simplement parce que il est de la province, de l'une des provinces du Kasaï. Et quand nous montons un peu partout, c'est devenu une chose terrible, la haine tribale. Puisque ça se trouve dans le mental des Congolais, les psychologues se demandent à quand cette guerre se terminera-t-elle? Aujourd'hui d'ailleurs, nous avons vu un événement assez bizarre qui se passe dans les salles de correction des examens d'État édition 2026, où l'argent circule et l'on tient à ce que beaucoup d'élèves échouent à cette session des examens d'État, tout simplement pour qu'on dise que le président de la République qui est là, eh bien, il ne fait rien, il n'a pas l'amour pour son peuple, et que quand on aura constaté qu'il y a beaucoup d'échecs, les parents se soulèvent et qu'ils revendiquent son départ. Eh bien, il y a beaucoup de choses de ce genre-là. Nous voyons un peu partout des tentatives d'empoisonnement au sein de la société congolaise. C'est qu'on ne connaissait pas avant la venue au pouvoir de Monsieur Paul Kagame, eh bien, qui a entraîné toutes ces choses en ayant ses laquais en République démocratique du Congo, dont l'un a été même pistonné jusqu'à atteindre le sommet de l'État. Eh bien, les psychologues se posent ces questions-là. Comment on va y arriver? Je crois que les écoles ont beaucoup de choses à faire dans l'éducation et pour faire revenir la paix et le savoir bien vivre ensemble au sein de cette nation. Il y a des choses incroyables. Les églises, quand on y va, maintenant dans les églises, on est en train de se regarder entre chat et chat. Et on trouve dans les églises des communautés tribales qui se mettent ensemble séparément pour justement arriver à vivre. Et ça, c'est le mental du Congolais qui est complètement atteint. Le Congolais est malade, tombé vraiment malade de ces maux et qu'il faut arriver à résoudre. C'est très délicat et c'est pas difficile, on pourrait y arriver. Voilà donc cette émission, je vous demande à ce que vous puissiez la partager, vous puissiez l'aimer et puis restez à l'écoute, restez en train de regarder Bonmuntu TV parce que au cours de cette émission, nous prendrons d'autres ouvrages beaucoup plus importants et qui vont pouvoir vous expliquer ce qu'il y a à faire. Et régulièrement, nous recourrons à des aspects scientifiques qui expliquent certaines choses, notamment à des aspects de la psychologie dans toutes ses dimensions, qui vont essayer de nous aider à comprendre ce que nous faisons et ce que nous devons faire. Restez à l'écoute, regardez cette émission, nous sommes ensemble.